Étienne. Les deux mains appuyées contre le sol de la cage, l'ancien ministre se tenait à quatre pattes, prêt à bondir sur l'arbitre qui revenait vers lui. Étienne Desclins avait perdu tout contrôle. Il se tenait comme un animal, convaincu qu'il pouvait affronter ce géant de plus de 120 kilos. Heureusement, Étienne n'eut pas l'occasion de se mesurer directement à lui. Il fut immobilisé par deux hommes qui avaient pénétré dans la cage sans qu'il s'en aperçoive. Cela avait été difficile, car Étienne n'était plus qu'un corps dont l'esprit s'était laissé happer par la violence du combat, déconnecté de toute raison. L'homme politique n'était plus là. Peut-être refusait-il de refaire surface pour ne pas avoir à constater ce qu'il venait de faire. Malheureusement, cloué au sol, l'adrénaline qui le maintenait dans une semi-inconscience commença à retomber. Il n'avait ni prise ni visibilité sur les 2 milliardaires postés derrière lui. Seul ce sergent, qui l'avait si maltraité plus tôt, se trouvait dans son champ de vision. Omar. Il ignorait son nom, et à cet instant, cela lui importait peu. Les pensées d'Étienne n'étaient plus ni claires ni cohérentes. Seul l'instinct primait, désormais. Alors quand il s'approcha de lui, Étienne n'hésita pas. Il projeta violemment sa tête vers l'avant, mobilisant toute l'explosivité dont son cou rachitique était encore capable, et montra les dents tel un vampire affamé. Il atteignit sa cible en plein nez, et referma la mâchoire de toutes ses forces. Personne n'avait rien vu venir. Après plusieurs secondes de folie, durant lesquelles incompréhension, peur et souffrance s'étaient mêlées tant dans la cage que parmi les spectateurs, Omar fut finalement libéré de la rage de l'ancien ministre. Un médecin pour le sergent Omar. Immédiatement! Il se roulait au sol, les mains fermement plaquées contre son nez, ou plutôt ce qu'il en restait. Une équipe médicale pénétra rapidement dans la cage pour lui venir en aide, tandis que d'autres hommes entrèrent pour maîtriser Étienne et l'empêcher de causer plus de dégâts. Cette fois, il fut immobilisé pour de bon, contraint d'affronter la réalité de ses actes, le visage collé contre le sol, tourné vers sa première victime désormais oubliée de tous, puis vers Omar dont le sang coulait abondamment. Ses pensées étaient figées, incapables d'articuler le moindre mot ou d'imaginer quoi que ce soit à faire. Il n'aspirait désormais qu'à retourner quelques instants en arrière, là où il se trouvait encore dans l'ignorance de ses propres actes. Le goût du sang dans la bouche lui donna un haut le cœur. Alors il ferma les yeux, essaya de faire le vide. Il y parvint presque. Puis... Il est temps d'ouvrir les yeux. Étienne. Le concerné obéit, dans un sursaut. Il était revenu à lui, et se rendit compte au même moment qu'il avait perdu connaissance. Il était libre de ses mouvements. Plus personne ne le maintenait. Pourtant, il ne se pressa pas pour répondre au général. Il méprisait cet homme. Il le haïssait. Étienne sentit la brûlure de l'humiliation, mais plus encore, celle d'une colère froide, contenue, prête à mordre. Il ne parlerait pas encore. Oh, allez mon vieux. C'est pas la première fois que vous avez du sang sur les mains. Souffla le général, qui était descendu dans la cage. L'ancien ministre jeta un œil sur l'instigateur de cette révolution et se demanda avec un faible espoir si la salle était encore remplie de spectateurs. À sa grande déception, personne n'était parti. Tous observaient. Comme d'habitude, pensa Étienne. On aurait dû vous mettre en première ligne. Vous êtes un tueur né. Sa voix résonna dans le stade, tranchante, moqueuse. Un court silence suivit, puis la foule réagit. Pas en masse, juste quelques voix, d'abord éparses, mais acérées. Des insultes, des huées. Le sang de seulement 2 hommes. Souffla le général dans son micro, en observant autour de lui le sol maculé d'un rouge vif. Imaginez une compagnie de 50 hommes décimés par des drones, ou pris en embuscade. Un silence. Puis il se rapprocha d'Étienne et continua, tout proche de lui. Cette cage n'est rien comparée aux millions de tués qui l'ont été sous votre politique et en conséquence de vos ordres stupides. Une première salve d'applaudissements éclata. Elle fut suivie par d'autres. La foule fit déferler un véritable orage sur le stade. Les gens se levèrent. Tous étaient debout. Il attendit la fin de cette standing ovation et se prépara à reprendre la parole.
Étienne, de son côté, daigna enfin donner l'attention que cherchait à attirer le général. Il posa les yeux sur lui pour la première fois depuis son arrivée dans la cage et lâcha les spectateurs qu'il scrutait jusqu'alors. Il n'ouvrit pas la bouche, mais son regard glissa, presque malgré lui, vers le pistolet accroché à la hanche de l'homme, en pleine démonstration de sa toute-puissance. La guerre mondiale que vous avez déclenchée, les combats que nous avons menés, n'avaient aucun sens. Pas le moindre intérêt. La foule hurla son adhésion. Il s'exprima cette fois en hurlant de toutes ses forces. Des millions de gens sont morts pour rien. Vous comprenez? La foule s'époumonna. Certains se levèrent. D'autres se ruèrent jusqu'à la cage pour cracher leur haine au plus près de ce ministre, responsable de tout. Ce soir, nous avons vu. Sans son pouvoir, sans ses discours, sans ses mensonges. Nous avons vu ce qu'ils sont vraiment. Des monstres prêts à tout pour sauver leur peau. Étienne sentit le sol trembler. Les hommes qui s'étaient réunis autour de la cage la secouèrent, tels des chimpanzés dans un zoo. L'ancien ministre sentit une bouffée de rage lui monter au visage. Cette masse bruyante, imbécile et cruelle, qui applaudissait quand on lui disait d'applaudir, qui hurlait quand on lui ordonnait de haïr, qui criait à la justice tout en se complaisant dans l'horreur. Elle se délectait des tragédies qu'elle avait elle-même encouragées, refusait d'assumer la moindre responsabilité, ne désirant que la sécurité du nombre, sans jamais oser agir seule. Et ce général, il leur faisait croire que tous les malheurs du monde venaient de quelques décideurs, mais croire que ces quelques-uns pouvaient porter à eux seuls le sort de l'humanité, c'était tout aussi insensé. Étienne le comprenait enfin, après ce qu'il venait de vivre. Il savait qu'il n'avait rien d'un surhomme, contrairement à ce qu'on avait toujours dit, et ce qu'il avait fini par croire lui-même. Il n'était qu'un homme, et tous s'étaient reposés sur lui. Le général, emporté par une nouvelle envolée de reproches, ne remarqua pas qu'Étienne, toujours couché, fixait à nouveau l'arme pendue à sa ceinture. Un geste vif, instinctif. Avant que quiconque ne réagisse, l'arme était dans sa main tremblante, froide, lourde, chargée de toute la haine accumulée ce soir. Un silence glacé figea toute l'arène, levant lentement l'arme devant lui. Le général, immobile, ne bougeait pas, certain d'être la cible. Mais Étienne, le regard fou, fixait désormais la foule. Cette masse indistincte qui avait perdu toute son assurance en un instant. Quelques voix commencèrent à murmurer d'effroi, mais déjà il était trop tard. Étienne tira, une fois, 2 fois, 3 fois. Chaque balle fusa, réponse sanglante à leurs cris, leurs huées, leurs rires, leur silence complice. Le chaos explosa dans la foule. Étienne continua de tirer jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien dans le chargeur. Puis il baissa le bras, vidé de toute force. Le général, qui n'avait pas bougé d'un centimètre, observa Étienne, stupéfait. Pourquoi? Étienne esquissa un sourire amer, couvert de sang. Ils méritent aussi leur part de responsabilité, parce qu'ils sont comme vous et moi. Le spectacle était terminé. Étienne Desclins ferma les yeux et répéta cette pensée jusqu'à l'épuisement. Désormais, ceux qui avaient regardé de loin devaient assumer leur propre rôle et comprendre que ce n'est pas le pouvoir qui corrompt, mais ceux qui l'applaudissent.